Du coup, bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Donc, c'est bienvenue dans ce talk animé par Yannick et organisé par Beastie Job sur la thématique craftsmanship. Voilà, j'ai réussi à mal le dire. Du coup, un tout petit mot rapido sur qui on est. On est Beastie Job. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y en a. On est un collectif de freelance. Et on a cette originalité d'offrir aux sociétés la possibilité de recruter des freelances sans payer de commission et d'offrir aux freelances des missions qui conviennent précisément à leurs skills grâce à notre outil de matching révolutionnaire. Voilà, c'est tout pour l'autopromo. Je laisse la parole à Yannick. Et voilà, bonne chance et bon talk. Merci. Ouais, merci de m'inviter. Alors moi, je vais pas laisser mon image très longtemps. Je vais brancher ma presse. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Il n'y a plus grand-chose à dire. Donc, l'application, ça marche. Donc non, tout le monde le voit. Dites-moi si c'est pas le cas. Envoyez-moi un petit message. Ce qu'on se disait, c'est qu'on va laisser les questions vers la fin. On va essayer de se laisser. Donc on a dit 13h30. Au max, à 13h20, on essaie d'arrêter, se laisser 10 minutes de questions. J'ai pris une version allégée de ma presse, parce que sinon, il y en a pour 2 heures, qui rentre un peu plus dans les détails. Alors, malheureusement, pour tout le monde, je n'ai pas de certification à vendre. Il y a un cabinet de conseil qui a essayé, assez connu, très renommé, qui a essayé, ils se sont fait allumer là-dessus. Si c'est moi qui le fais, je serai encore plus... les gens commenceront vraiment à ne plus m'aimer du tout. Donc, je vais pas le faire, je vais pas faire de certification. Et puis, ça correspond pas trop à la culture de ce qu'on appelle donc software craftsmanship. J'expliquerai pourquoi. Alors, vous verrez, il y a des gens qui essaient de ne plus parler de craftsmanship parce qu'il y a man dedans, il n'y a pas woman. Donc, il y a des gens qui parlent de crafter maintenant. Moi, j'aime bien la version française. On parle d'artisanat logiciel. Alors, pourquoi? Alors, rapidement, donc moi, je suis Yannick Gresinger, ça fait 15 ans que je développe à peu près. Je continue à développer, même si je continue à m'amuser à développer, même si je développe beaucoup moins à passer à développer dans la vraie vie. Je suis devenu coach craft, on pourrait dire. Bon, c'est compliqué, je préfère coach tech parce que je m'occupe aussi un peu de DevOps, un peu de Big Data, etc. Ma spécialité, c'est plus la qualité de code, la capacité, enfin le code en lui-même. Voilà. Comment bien coder. Je suis dans une entreprise rapidement qui s'appelle Binex, un cabinet de conseil sur Paris. On aime bien les grandes valeurs qui sont l'humilité, la recherche d'excellence, no bullshit et fun. L'idée pour moi, c'est d'essayer dans la communauté, ce que j'essaie de faire en permanence, c'est de travailler l'excellence, améliorer la façon dont les développeurs codent en interne, même les data scientists. Et ça a été mon grand... C'est pas mon défi parce que c'est en train de se faire, mais c'était marrant de les convaincre que oui, le code, c'était important. Donc, rapidement, on va parler. Donc, c'est une presse que je devais faire avec un collègue dans une école. Donc, la partie live coding, je suis désolé, vous ne l'aurez pas parce que la presse est en 2 heures. On va parler d'artisanat logiciel, on va parler de principe, on va parler de tester, ce n'est plus douter, et on va parler rapidement, parce que c'est un sujet qui peut être long, mais c'est intéressant de l'introduire, de l'architecture testable. Comment on crée des architectures qui sont faciles à tester. Alors, pourquoi parler d'artisanat logiciel? Parce qu'on est tous les développeurs, enfin pas tous, mais voilà, on aime bien Bac+5, ingénieurs, on est des vrais, on est des scientifiques. Et malheureusement, l'ingénierie logicielle s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Alors, il y a toute une discussion, il y a des gens qui reviennent que oui, l'artisanat logiciel, finalement, ça devrait être les bons ingénieurs qu'on forme, etc., etc. Vous avez des débats d'idées, des présentations, il y a un peu d'aller-retour là-dessus sur ces sujets-là, mais je vais vous expliquer pourquoi l'artisanat logiciel. Alors, pourquoi l'artisanat? Moi, il y a quelque chose que j'ai adoré découvrir. Je suis très mauvais cuisinier. J'arrive pas à m'y mettre, mais j'adore suivre les émissions comme Top Chef. J'ai regardé, moi je vous conseille une émission qui est sur Netflix qui s'appelle Chef's Table, qui est vraiment impressionnante. On suit des chefs et leur passion et comment ils travaillent et ce qu'ils amènent à la cuisine, à leur univers, à leur environnement. Et il y a quelque chose qui est assez fou dans la cuisine, c'est que à 16 ans, on commence à cuisiner.
Et je pense qu'il faut aller, je sais pas, peut-être que les meilleurs en 4 ans, 8 ans sont bons, mais il faut des années et des années de pratique pour être un bon cuisinier. Et les gens qui font le métier de la cuisine respectent ce mentorat, en fait. On parle de mentorat. Donc, la notion, c'est qu'il n'y a pas de certification. En 2 jours, on n'est pas certifié codeur. Il faut des années. Et peut-être qu'on pourrait avoir des concours de code. Alors, malheureusement, je suis très, très circonspect par rapport aux concours de code tels qu'on les voit de nos jours, comme meilleur dev de France et tout ça. Même en dehors du côté marketing, c'est que souvent, on teste la capacité à coder du code dégueulasse qui répond à des algorithmes. Ce qui ne correspond pas du tout à la vraie vie, en fait. En tant que développeur, je pense que bon, il y en a quelques-uns, peut-être, allez, 5% des gens qui font de l'algorithmie, et même parmi ces 5%, ils ne font pas de l'algorithmie tout le temps. Donc, il y a rarement des gens qui réinventent des algorithmes qui sont réutilisés par tout le monde, à part si vous travaillez chez les meilleurs des équipes de Google. Donc, nous, on est plutôt pour faire du logiciel métier, du code métier. Le code métier, c'est un truc qui, c'est pas de l'algorithmie, c'est est-ce qu'on est capable de le maintenir, est-ce qu'on est capable de le comprendre, est-ce qu'on est capable de le présenter au métier, à un product owner, à un MOA, etc. En termes d'excellence, moi, il y a un truc qui me fait halluciner, c'est toujours un documentaire sur Netflix qui s'appelle Jinro. Donc Jinro, c'est le nom du monsieur que vous voyez en premier plan. Dreams on Sushi, c'est un vieux monsieur, un vieux japonais, qui, dans son petit restaurant de sushi au Japon, qui est quand même 3 étoiles au guide Michelin, fait des sushis. Donc je sais pas si vous voyez des sushis, c'est quand même assez basique, un sushi. Hein. Voilà, cours de cuisine, une certification en 2 jours, je pense qu'on sait faire des sushis. Et lui, il dit, ça fait 50 ans que je fais des sushis et je n'ai pas encore atteint le sommet de la montagne. Alors, clairement, on est dans l'état d'esprit de l'excellence japonaise qui est peut-être un peu extrême, sûrement très extrême, mais quand j'entends des gens, enfin, c'est de moins en moins le cas avec les salaires qui sont monstrueux maintenant, surtout aux États-Unis, mais il y a 10 ans, quand on sortait d'école d'ingénierie informatique, l'idée, c'est aller 2, 3, 5 ans, on était chef de projet. Donc c'est bon, le code, on maîtrisait, on pouvait les faire du chef de projet. Puis au pire, on s'en fiche, c'était outsourcé en Inde. Donc ça, on s'est pris un gros mur en France et on prend très cher, encore une fois, parce qu'on a perdu l'excellence du développement. C'est très, très difficile. Bon, il y a plein d'autres raisons, on pourra en discuter peut-être dans les questions, mais c'est vraiment très, très compliqué. Et le métier de développeur, le métier de savoir coder, ça s'apprend. Moi, je suis peut-être pas très bon, mais je pense que c'est au bout de 8 ans de développement que j'ai compris ce que ça voulait dire, j'ai compris les principes, j'ai compris ce que ça voulait dire faire du bon code. Et je pense que j'ai vraiment pas atteint le sommet de la montagne, je pourrais encore continuer 20, 30 ans, et certains développeurs qu'on connaît sur la planète, voilà, ils ont 50 ans, 60 ans, ils continuent. Ils font d'autres choses, hein, mais ils continuent de coder. Alors, quel rapport avec le logiciel? J'en ai plus ou moins parlé. Un peu plus loin, c'est que souvent, quand on fait du développement logiciel, on essaye de plus en faire, mais malheureusement, on est toujours là-dedans. On tombe dans ce qu'on appelle le waterfall model. On a des besoins qui arrivent du CEO ou, je sais pas, de la MOA ou du product owner. On design plus ou moins rapidement. Alors maintenant, le design est un peu passé de mode, le design dans le sens faire un modèle UML, ça a des défauts, donc on a arrêté, mais peut-être que c'est une erreur d'avoir complètement lâché ça, la notion de design. Mais surtout, on va coder, donc on va implémenter, puis on va code fixe, jusqu'à ce que ça marche, et puis au bout d'un moment, on a peut-être un truc que l'utilisateur va être content. Ça, c'est à peu près la réalité, même si il y a quelque chose qui est apparu en 2001 qui s'appelle Manifeste Agile, qui s'est dit, bon, il y a peut-être une meilleure façon de travailler. Donc, je vous bypass ce slide sur le manifeste agile, je pense que la plupart commencent à en avoir entendu parler. Et donc, il y a une méthode que sûrement vous avez dû croiser, qui s'appelle Scrum, où on a cette méthode itérative sur 2, 3, une semaine, qui va livrer un incrément, un working increment of software, c'est un incrément de logiciel qui fonctionne. Alors malheureusement, souvent, le problème, c'est que cet incrément logiciel, il ne part pas en prod. Et il y a quelque chose que... Alors, je vais trop vite. Il y a un truc qu'on a oublié dans tout ça, en fait. Ce que Scrum ne parle pas, enfin, le Scrum Guide en parle, mais un peu, je vais exagérer, mais plus ou moins en annexe, c'est comment coder. C'est en fait, faire du logiciel, c'est d'abord faire du code. C'est comme si vous faisiez un meuble, vous êtes artisan d'un meuble, c'est important un artisan qui fait des meubles sur mesure, c'est très important de comprendre le métier, le besoin de ce que veut la personne, le style, le nombre de tiroirs, etc. Il y a plein de questions à poser. Mais sa grosse compétence, c'est quand même d'être capable de faire le meuble sur mesure.
avec le bois qui va bien, etc. Après, vous me direz, il y a un petit côté luxueux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mode où enfin, ça veut dire quoi? C'est du luxe de faire du logiciel, on va être obligé d'avoir que des artisans, quelques-uns. Bah, oui et non, le meuble, c'est des choses où maintenant vous avez Ikea qui fait les mêmes meubles pour des millions de personnes. Sauf que le logiciel, vous ne faites pas des millions de fois la même chose. Chaque développement est spécifique. Donc en fait, on est toujours dans un développement sur mesure. Sinon, vous achetez un logiciel, vous prenez, là c'est plus ou moins du Hangout Google, vous prenez ça et puis vous le réutilisez, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Mais dans ce cas, vous ne travaillez même plus dessus. Mais la plupart des logiciels qu'on fait, bah, c'est sur mesure. Comme cet artisan va refaire sur mesure. Je lis Ikea égale WordPress, c'est exactement ça. Donc, si vous faites un blog, bah oui, vous pouvez vous amuser. Il y a plein de devs parce qu'on adore coder qui refont tout le temps. Et finalement, vous prenez WordPress, vous prenez PrestaShop, vous prenez, je sais pas, vous avez un truc. Bon, longue discussion, mais voilà, on est quand même sur le sur-mesure. Et donc, sur-mesure dit capacité de bien faire les choses, d'être un artisan. Comme on a oublié que de parler de code, bah, ça a plein de conséquences. La première, bah, c'est que les gens ne connaissent pas, comme je vous l'ai dit, on revient, c'est que pour moi, il faut à peu près 8 ans de métier, 8 ans de code. Vraiment, il y en a qui vont être très bons au bout de 2-3 ans, suivant les expériences, etc. Il y en a au bout de 20 ans, ils sont un peu perdus dans un truc legacy, dans des entreprises où la qualité n'est pas importante. Et donc, vous allez avoir de nombreux problèmes, donc des livraisons de faible qualité. Si on parle de livraison continue, vous n'allez pas pouvoir en faire. Parce que si à chaque fois vous livrez, ça casse, ça ne va pas le faire au niveau de l'utilisateur. Donc des livraisons de faible qualité. Et comme dit donc Robert Cecil Martin, c'est alias Uncle Bob, c'est quelqu'un qui est assez connu, il a écrit Clean Code, il a écrit The Clean Coder. C'est la personne qui a écrit en premier le manifeste du software craftsman, on va le voir juste après. Et il a une phrase que j'aime bien, c'est « ce n'est pas assez de faire en sorte que le code marche ». C'est-à-dire, même si vous livrez quelque chose, vous l'avez présenté à l'utilisateur, vous avez passé la démo, ça marche, les utilisateurs peuvent l'utiliser, ça marche, en fait, c'est pas assez. Pourquoi c'est pas assez ? J'adore cette image, hein, ne l'oubliez pas, c'est un superbe site, si vous avez besoin de faire des presses qui s'appelle There iFixit, ça me fait toujours penser à la façon dont on fait le logiciel. Donc cette batterie, elle marche, la voiture doit tourner, mais si vous devez changer la batterie ou l'améliorer, et si le garagiste, par exemple, un professionnel ouvre votre capot, il va vous dire « mais qu'est-ce que tu fais là, mec ?» Donc ça marche, la voiture marche, mais le code est dégueulasse. Donc vous avez un code de faible qualité. Et quand on a un code de faible qualité, on a quelque chose que tout le monde connaît. Alors pareil, il y a des débats, qu'est-ce que ça veut dire le legacy code? Pour information, un logiciel legacy, c'est un logiciel qui ramène de l'argent. Sinon, vous l'avez jeté depuis longtemps. Vous avez tout jeté, le code, tout est parti à la poubelle. Donc un code legacy, c'est quand même quelque chose qui rapporte de l'argent, mais souvent on associe à legacy code quelque chose qu'on n'arrive pas à maintenir. C'est une souffrance d'aller dessus. Et souffrance d'aller dessus, ce qui fait que beaucoup de développeurs, moi le premier, au bout d'un moment, ont envie de dire, bon allez, je vais refaire de zéro. On va refaire from scratch. J'en parle pas dans cette présentation, mais il y a toutes ces techniques très, très compliquées de refactoring, c'est-à-dire comment on améliore le code existant, comment on le reprend, etc. C'est peut-être là le plus compliqué dans notre métier, c'est être capable d'améliorer un code existant. Plus que d'en faire de nouveaux, c'est vraiment d'améliorer le code existant. Donc, ce qui entraîne une perte de motivation de la part des développeurs, ce qui font qu'ils adorent changer de mission tous les 6 mois, tous les ans. Ils sont pas contents, ils deviennent PO, etc. Ils essaient de trouver une porte de sortie. Donc, le manifeste de l'artisan logiciel, je vais bypasser le début, il y a quand même raising the bar, c'est-à-dire on augmente l'excellence pour les gens qui sont professionnels autour de faire du développement logiciel. Mais ce qui est marrant, c'est que donc, les personnes qui l'ont fait ont repris le manifeste agile, qui disait, voilà, plutôt que des contrats, c'est du working software, du logiciel qui marche. Lui, il dit, plus que du logiciel qui marche, on a besoin de logiciels qui soient bien faits, qui soient propres, etc. Plutôt que juste répondre aux changements, c'est très simple de répondre aux changements et faire des quick fix et d'aller très vite au début, mais l'objectif, c'est d'avoir la capacité d'ajouter en permanence de la valeur. 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, est-ce qu'on peut prendre du code, un logiciel, et rajouter de la valeur en permanence? Ce n'est pas simplement des individus et des interactions, c'est aussi une communauté de professionnels. Donc, plutôt que de faire un business de certification, on va essayer de créer des communautés de professionnels, des conférences, etc., des congrégations, je ne sais pas, on pourrait prendre l'artisan. Alors ça, c'est peut-être pas si développé finalement, ça n'a peut-être pas énormément pris, même si
le fait d'avoir ce label craft, en fait, permet de s'associer à un mouvement et créer plus ou moins cette communauté de professionnels. Et après, comme d'habitude, tout le monde peut se nommer comme il veut. Après, il y a une notion de contractualisation, on n'est pas simplement dans la collaboration avec le client, on est aussi dans des notions de partenariat productif. Alors, tout ça, il faut savoir que le software craft, c'est des gens qui ont fait ce qu'on appelle une méthode qui est peu usitée, malheureusement, qui s'appelle extreme programming. Toutes les idées du manifeste de l'artisan logiciel viennent plus ou moins de la communauté de ce qu'on appelle les gens qui faisaient de l'extreme programming, qui est, comme le dit, extrême dans cette notion de qualité. Il y a plein de choses à aller voir. J'en parle peu ici. Si vous voulez voir l'extrême programming, c'est intéressant. Toutes les valeurs, tous les principes qui sont associés. Donc XP en mode raccourci. Alors, les principes, c'est quoi? Je vais pas aller dans les détails, comme je dis, ça demanderait beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire un logiciel de bonne qualité? En fait, il y a déjà les principes de l'artisan logiciel. Déjà, c'est la qualité. On essaie de faire la qualité. Alors, la qualité, ça veut dire pas du surdesign. On va pas faire des super algorithmes. On se fait super plaisir. Ça permet de faire tout. Comme j'aime bien, c'est une métaphore que j'aime bien. On m'a demandé de creuser un petit trou dans mon jardin. Moi, j'ai créé une super tractopelle, quoi. Ça, c'est un classique. Si on vous parle de Kafka, microservice, Hadoop, peut-être qu'on se trompe. Donc, de la conception simple, des codes propres, du test, du refactoring, de l'humilité, ça veut dire l'humilité, on en parle chez Binex, c'est cette capacité à, si on est humble, on va se poser des bonnes questions et quand on se pose des questions, on va s'améliorer. Peut-être que vous connaissez par ailleurs la programmation orientée objet, peut-être que la programmation fonctionnelle, c'est bien, peut-être que vous adorez la programmation fonctionnelle, peut-être que comprendre l'intérêt de la programmation orientée objet, c'est bien, etc., etc. Le partage, donc la revue de code, donc ça c'est devenu, avec les projets open source, c'est devenu une norme. Malheureusement, ça devient un peu trop la norme et on ne sait plus trop pourquoi on le fait. Mais surtout le pair programming, on travaille ensemble, à deux, au moins deux, il y a plein d'intérêt à faire ça. Le mob programming qui est un peu fou, mais qui peut être extrêmement efficace, où toute l'équipe, le PO, la personne du métier comprise, se met dans une salle, autour d'un seul PC, et on fait tourner le clavier, et tout le monde partage qu'est-ce qu'on est en train de faire, tout le monde apporte ses idées. En XP, on parle de collective ownership, de propriété collective. Il n'y a pas quelqu'un qui est, moi, cette partie-là, c'est la mienne, je la connais par cœur. Dès qu'il y a une nouvelle story qui arrive, un nouveau besoin qui arrive, c'est à moi, il n'y a que moi qui m'en occupe. Non, parce qu'on va travailler au moins à deux pour qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse reprendre le sujet. Pragmatisme, alors là, c'est difficile, parce que pragmatisme, ça demande de l'expérience, d'avoir une culture, d'être allé. J'aime bien, vous connaissez pas que la France et vous avez vécu 40 ans en France, vous avez le Japon, je sais pas, aux États-Unis, et vous connaissez d'autres façons de travailler, vous allez vous adapter un peu à ce que la personne demande. Peut-être que vous allez réduire un peu votre niveau de qualité si là, mais si on finit pas cette fonctionnalité demain, on gagne pas la levée de fonds et on perd 4 millions. Non, mais ok, mais on passe un accord tacite ou peut-être même plus formel en disant ok, on désactive, on teste plus, on va comme des bourrins, ça va marcher, mais par contre après il faudra prendre le temps de réparer. Professionnalisme, pareil, professionnalisme c'est un truc qui est compliqué, aussi c'est que des fois il faut savoir dire non et savoir accepter le problème. Savoir dire non, ça veut dire que le mec ne fait que de vous envoyer des trucs à finir pour le lendemain, là, en mode les tests, ça sert à rien, les tests, ça ne sert à rien. À un moment, le professionnalisme, on a une chance dans notre métier de développeur, c'est qu'on a le plein emploi, c'est être capable de dire non, j'arrête. C'est même l'éthique du développeur, c'est dire non, genre éthique pas au sens pour qui je travaille, mais comment je travaille. Non, j'arrête, là, si je fais ça, ça va être dégueulasse, je vais juste faire mal à ceux qui passent derrière moi. Une petite phrase qui est très très intéressante, c'est coder comme si la personne qui reprenait votre code était un dangereux psychopathe. J'adore, elle est très belle à garder en tête. La règle scout, ça aussi, elle est très puissante et facile à comprendre. C'est laisser toujours le terrain plus propre que vous ne l'avez trouvé. Ça veut dire, quand on vous demande une nouvelle fonctionnalité sur un code qui existe déjà, prenez peut-être 10-20% de votre temps. Alors des fois, moi j'ai tendance à avoir du mal à pas faire trop, à essayer d'améliorer, à prendre 50% du temps, peut-être plus. Mais prenez un peu de temps pour améliorer le code existant. Juste renommer une variable, recréer une variable, renommer une méthode, juste améliorer. C'est des toutes petites choses. Et en fait, avec ces toutes petites actions, si tout le monde le fait, ça va arriver, on va avoir le code propre et on n'est plus dans la refonte ou dans putain, on va passer 6 mois à tout refaire, quoi. Ça demande de l'énergie, ça demande de tenir les principes.
Un peu plus à l'intention du code propre. Alors, c'est là où chaque élément serait très long à expliquer. Mais pour être très simple, on va commencer par une intention claire. Pourquoi je fais ce code? Donc, ça va se révéler dans les tests. Le test va demander l'intention métier. On va pas tester l'implémentation, on va tester l'intention métier. Il y a un kata que j'aime bien qui est le bank account. On fait des dépôts d'argent. Quand vous faites dépôt d'argent, vous voulez pas savoir comment ça a été codé à l'intérieur. Vous voulez savoir que quand je fais un dépôt d'argent sur mon compte, à la fin, ma balance, elle est de temps. Donc ça, c'est le premier test que je dois faire. Si je fais un retrait d'argent, ma balance sera de temps, etc., etc. Comment c'est codé une liste, un arbre, je sais pas quoi. Même souvent, les gens disent « Ah bah ouais, mais j'ai codé avec une liste d'opérations, donc je teste combien j'ai d'opérations. » Je m'en fous. C'est pas l'intention, c'est pas de savoir combien j'ai d'opérations, c'est de savoir que j'ai bien la balance à la fin. Le formatage du code, donc ça c'est tout con, mais arrêtons de se battre sur le nombre d'indentations, etc. Il y a un langage que je suis pas très fan en soi, mais qui a bien résolu ce problème-là, c'est Golang, Go. Bah voilà, il y a un formatage, ça marche comme ça, et puis vous faites Go format à la fin, et puis on se pose pas de questions. Je pense que tous les langages devraient avoir ça, c'est super. Rust là, et puis après, vous avez plein d'outils qui permettent d'avoir une JavaScript là, etc. Bon, c'est des outils à part, mais ce qui est bien dans Golang, c'est que c'est vraiment intégré dans le langage, on ne se prend plus la tête de savoir qui a raison. Le nommage, je l'ai mis en gras, nommer les choses. Il y a une très célèbre citation de, je crois que c'est Dijkstra, je ne suis plus tout à fait sûr, qui dit il y a deux choses compliquées dans l'informatique, c'est l'invalidation de cache et nommer les choses. Solide, donc solide, c'est des principes qui datent d'il y a très longtemps de programmation objet. Certains, alors c'est Robert Cecil Martin qui a écrit son livre Clean Code, qui a défini cet acronyme solide, qui est un ensemble de principes. Allez les voir, c'est 1 heure de presse juste pour bien les expliquer. Et pour information, il y a un Français qui s'appelle Bertrand Meyer, qui a inventé un langage Eiffel dans les années 80, qui a inventé un langage de programmation orientée objet qui s'appelle Eiffel, qui a un gros livre qui explique à peu près les mêmes concepts. Celui-ci, c'est des concepts de programmation objet, mais qui peuvent se dériver à d'autres éléments. Alors, souvent on dit « don't repeat yourself ». Alors, des fois, il faut savoir se répéter pour améliorer le code, mais plutôt, je dirais, éviter le copier-coller. Alors, c'est pas de ne pas aller sur Stack Overflow et on a trouvé un hack et il marche. C'est surtout quand il y a des développeurs juniors qui ne font que de faire du copier-coller par rapport à l'existant. Et ça, c'est le coup mortel vous mourrez par 10 000 coups de couteau. En gros, je fais un copier-coller, ça va, j'en fais 2, ça va, j'en fais 3. En fait, à chaque fois, le copier-coller n'a pas d'effet douloureux sur le moment, mais quand vous avez 5000 lignes qui sont que du copier-coller, c'est extrêmement violent. Il y a un principe de non-duplication qui dit justement, une sorte de règle d'or, ça dépend des gens, mais commençons par répéter 2 fois, et à la 3e fois, c'est là où on commence à éviter la duplication. Yagnikis, c'est des trucs un peu de pragmatisme, faites simple. On va le simplifier comme ça. Là, c'est un détail, la loi de Demeter qui est extrêmement intéressant, c'est dans la programmation purement objet. Faites pas get, get balance, et je rajoute le dépôt dessus. C'est utiliser un truc qui s'appelle je fais un dépôt, une méthode qui s'appelle deposit, qui dépose de l'argent sur mon compte. Faites pas get set. Les gens qui font du Java ont malheureusement trop vécu avec ça. Et enfin, c'est un truc qui est un peu à part, moi j'adore, c'est un monsieur qui s'appelle Donald Norman qui a écrit The Design of Everyday Things. Il parle uniquement de design d'objets ou d'interfaces. Et je trouve que ça marche très bien avec du code. Si vous voulez que votre code soit compréhensible par un être humain, c'est extrêmement intéressant. Pour expliquer les principes, c'est la contrainte. Donc les contraintes améliorent le design. On pourrait en parler des heures. La visibilité, rendre les choses visibles, claires. Les types, voilà, moi j'adore. Il y a des langages dynamiques sans type que j'adore, tels que Clojure. Mais si vous allez vers le typage, bizarrement, le typage crée une documentation. Et si vous allez voir Haskell, souvent les noms de méthodes sont incompréhensibles et c'est le typage qui vous explique. Donc, c'est cette notion de visibilité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Les langages typés ont cette puissance-là. Et vous avez d'autres, la consistance. La consistance, c'est par exemple le formatage du code. Si on est tous au même formatage du code, ça va aller plus vite pour lire le code. Il y a un monsieur qui s'appelle Michael C. Feathers, qui a écrit un livre ultra connu qui s'appelle Working with Legacy Code, qui a fait une célèbre phrase, je vais juste la résumer, qui dit « Le code propre, parce que c'est difficile à définir, on ne pourrait pas définir toutes les propriétés, il dit « Ça a été écrit par quelqu'un qui porte attention à ce qu'il fait, c'est-à-dire qui cares même
au sens, mais qui va me lire, qui va prendre le temps? Est-ce que je suis clair dans ce que je fais, qui porte cette intention? Donc il y a vraiment cette vision où émotionnelle, c'est même plus voilà, un code, c'est ça, j'ai respecté les principes solides. C'est est-ce que je de l'émotion par rapport à ce que je fais? Et c'est vraiment, on retombe dans l'artisan qui a une émotion par rapport à ce qu'il fait. Est-ce qu'il considère ce qu'il a fait, qui peut être très simple, qui peut être sans fioriture? Le design, c'est pas obligatoirement faire des choses très très compliquées. Ok, pour moi, c'est beau. Et peut-être que d'autres personnes, des pairs, dans le sens des gens qui connaissent, ou même l'utilisateur va dire, ah ouais, ok, je comprends ton code. Le PO, la MOA va venir en disant, l'analyste, le business analyst va dire, ok, c'est cool, je comprends même le code, quoi. Quand vous avez ça, vous avez gagné. Alors, on va passer au truc le plus important, c'est les tests. Alors, comme je vous dis, des fois, il y a des conditions. Tester, ça peut prendre trop de temps. Il faut aller très vite et faire la levée de fonds. Mais tester, c'est là où vous allez atteindre, vous en avez besoin. Si vous voulez devenir professionnel, il faut savoir tester. D'ailleurs, quoi tester? Alors, j'adore cette phrase, j'adore ce mème, je trouvais que c'est, je ne sais plus que j'avais trouvé, mais il est parfait. Donc, moi, j'ai vraiment du mal avec les gens qui pensent que les tests ne servent à rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, encore une fois, Michael Fraser, ce qu'il dit, le code legacy, il a trouvé une définition qui est intéressante, c'est que le code legacy, c'est du code sans test. Et du code sans test, c'est du mauvais code. Tout simplement. Pourquoi? Alors, juste pour expliquer très simplement, c'est que demain, vous voulez améliorer votre code, vous repassez derrière quelqu'un qui a fait du code, vous ne comprenez pas ou vous voulez l'améliorer, vous sentez, s'il n'y a pas de test, vous êtes foutu. Encore une fois, si vous êtes professionnel, vous allez être obligé de mettre des tests. Et des fois, mettre des tests sur du code intestable qui n'a jamais été testé, c'est une horreur. Donc finalement, alors soit on s'acharne, et c'est compliqué, hein, je suis même le premier à lâcher prise des fois, soit on s'acharne, on est persévérant à mort et on va le faire, soit on négocie avec son client, là on n'y arrive plus, et mettre des tests autour du code qui a plusieurs mois ou plusieurs années sans test, c'est vraiment très douloureux. Donc écrire des tests, c'est vraiment super important pour que la personne derrière puisse réécrire en permanence, vous ou la personne puisse réécrire, et les tests, ça permet de faire plein de choses. Alors pourquoi faire des tests? Tout simplement, bêtement, c'est que c'est un feedback rapide. Vous écrivez du code, vous voyez est-ce que ça marche. Souvent, quand vous avez des tests, que votre code répond à vos tests, vous pouvez livrer en prod. Si vous le faites bien, vous allez voir, vous pouvez livrer en prod, vous ne posez même plus de questions. Potentiellement, vous seriez des fous, vous pourriez même éteindre la CI. Mais bon, il faut être sûr que vous êtes professionnel et que vous lancez bien les tests. C'est un très bon point d'entrée pour le nouveau développeur. Putain, ce code-là, je ne comprends pas ce qu'il fait. Et ben, je vais regarder les tests, et si les tests sont bien écrits, bah, c'est une documentation. Et ce qui est bien, c'est que si vous faites de la Javadoc ou toute cette documentation qui souvent ne veut plus rien dire, bah, vous n'en avez pas besoin, vous avez les tests. Donc, meilleure documentation, toujours à jour. Si en plus vous faites des tests qu'on appelle BDD, des tests avec Gherkin et tout ça, comme Cucumber, c'est que bah, ces tests vont être lisibles. Si vous changez, en fait, les tests vont définir la spécification. Si vous changez la spécification, le code doit changer. Si vous changez le code, la spécification doit changer. Et quelqu'un qui parle, on parle des fois même de living documentation, c'est la documentation vivante. Vous utilisez par l'exemple l'API, ça veut dire que, bah ok, moi je veux faire un dépôt. Je ne vais pas prendre la balance et faire plus X dessus ou moins X dessus. Moi je veux faire un dépôt. Donc vous créez un test qui va fournir une fonctionnalité, l'API publique, vos méthodes publiques, et vous allez l'utiliser. Donc ça définit l'API. Pour information, ça, c'est plus ou moins une partie de ce qu'on appelle dans le TDD, dans le Test Driven Development, le design émergent, qui est un peu compliqué parce que les gens disent « Ouais, mais en faisant que du TDD, des fois, on n'a pas tout le design. » C'est vrai. Et enfin, bien sûr, j'en ai déjà parlé, le plus important, c'est que ça fait un filet de sécurité. Vous pouvez changer le code, vous pouvez rajouter des fonctionnalités, les tests valident ce que vous avez fait avant, marche toujours. Il y a une notion de pyramide des tests parce que vous ne pouvez pas tout tester. Alors, le plus important, la pyramide des tests, c'est même... il y a des discussions, encore une fois. C'est un monde qui évolue sur cette pyramide des tests. Peut-être que c'est quelque chose avec moins de tests unitaires, mais ça dépend des termes qu'on utilise. Mais en gros, je vais utiliser test unitaire, je définirai comment, mais c'est les tests qui testent que votre langage. Sans la base de données, sans l'API REST, sans les appels réseau, sans, je ne sais pas, la lecture des fichiers. Les tests d'intégration, et ça, vous en avez besoin de beaucoup, énormément. Vous allez avoir des tests d'intégration. Ah là, ok, je vais démarrer une mini base de données chez moi, j'ai Docker, ça permet de démarrer des Postgre facilement, et puis je vais voir, ok, est-ce que j'arrive à écrire dans Postgre ou dans n'importe quelle base de données SQL, est-ce que j'arrive à relire?
Très bien. Et vous avez aussi les tests d'interface, comme si c'était un utilisateur qui se connectait. Le langage, le truc le plus connu, c'est Selenium. Selenium Java, Selenium JavaScript, etc. Le problème des tests d'interface, alors souvent les gens se disent ah bah les tests d'interface c'est bon, si je teste tout avec les tests d'interface, bah, le reste c'est validé, super. Sauf que vous testez tout, vous avez beaucoup plus de chances que ça casse. L'interface change trop vite par rapport au métier. C'est souvent des tests que je dirais, j'ai pas le terme, peu robustes. Le classique des tests Selenium, c'est tous les matins vous avez l'ensemble des tests qui est rouge et un test qui a pété. Quand il y a les tests à la fin tous les matins ou tout le temps sont rouges, à la fin vous avez que ça. Ça ne marche jamais. Souvent, les tests d'interface, on les fait réécrire par une équipe de QA ou une équipe en Inde. C'est un désastre. Donc, on va faire plutôt beaucoup de tests unitaires qui sont faciles, qui s'exécutent très vite. Moi, je connais des gens qui ont fait des milliers je pense, 5000 tests autour d'une appli en finance. Ils se lancent en 15 secondes, enfin même pas en quelques secondes, et ils testent pratiquement toute l'application. Et ça, c'est super puissant. Ce feedback ultra rapide des tests unitaires, plus vous en faites, mieux c'est. Après, voilà, vous n'allez pas tous tester avec des tests unitaires. Les tests unitaires, ils ont quelques principes associés. Il faut que ça soit rapide. C'est ça qui est très fort dans les tests unitaires. Il faut que ça s'exécute très rapidement. En moins de 5 secondes, ça serait bien que toute votre batterie de stress soit passée. Allez, en 30 secondes, c'est bien. Si ça commence à durer plus de la minute, vous avez un souci. Posez-vous des questions. Indépendant, ça souvent, quand on crée, on va avoir une classe de test. Et on va commencer à faire muter des choses qui appartiennent des variables de la classe. Et on va commencer à faire dépendre les tests des uns des autres. Par exemple, je crée un account, je fais un dépôt dessus dans mon premier test, et puis après, ça c'est mon account, il est partagé par tous mes tests unitaires dans ma classe de test. Puis après, je fais un retrait. Ah oui, le retrait, j'avais mis 1000 €, je fais un retrait de 250, c'est 750. Non, faites pas ça, recréer un account à chaque fois, ça coûte rien. Si vous êtes dans le monde du pur langage, ça ne coûte rien. Si bien sûr votre account il est stocké sur une base de données, c'est là où ça va devenir douloureux. Répétable, ça veut dire que vous pouvez le lancer 10 000 fois sans faire aucun changement, ça va toujours donner le même résultat. Donc pareil, tout ce qui est random, le classique c'est les dates. Vous créez une date, un datetime.no à l'intérieur ou new date dans votre code et le lendemain ça passe plus. Et ouais, c'est une bonne question sur les dates, c'est que les dates c'est une dépendance externe. L'horloge est une dépendance externe. Self-checking, ça c'est bête et méchant, hein, c'est que votre framework de test unitaire vous dit si les tests passent ou marchent. Timely, c'est là où c'est la partie TLD, on va dire, c'est que vous devez les écrire. Alors là, j'ai dit à peu près en même temps. Pendant longtemps et encore maintenant, des fois, je fais des tests after. J'écris plus ou moins l'API, je fais après les tests. Je vous le dis tout de suite, hein, le mieux c'est de faire du test first. C'est compliqué, c'est pas facile le test first, donc des fois, on est un peu lazy, un peu feignant, donc on ne le fait pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Le but, c'est pas de se faire mal non plus. Mais test first, c'est encore plus puissant. Alors, c'est quoi le test first? Le temps avance, mais je devrais être dans les temps. Le test first, c'est ce qu'on appelle le test driven development. C'est une boucle qu'on appelle red, green, refactor. Il y a un élément que souvent on oublie, c'est overview, c'est déjà comprendre le problème. C'est pour ça que quand on fait des katas, quand on fait des exercices de code comme le bank account kata ou le game of life, il y en a plein d'autres. Plus on le fait, plus on comprend mieux le problème. C'est aussi un élément où peut-être que des fois, il faut prendre le temps de faire du design, dans le sens comprendre clairement le problème. Quand on a compris le problème, on peut le découper en éléments plus petits, et ça fait partie aussi de la méthode agile, découper en user story, et créer une liste de tests. On va prendre cette liste de tests, un par un, je peux aussi par les plus simples, bien sûr, et on va commencer par définir l'intention. L'intention, il y a plein de façons d'écrire des tests, il y a même des frameworks qui vous obligent à commencer par test. On peut écrire de façon should do something quand on a ça. Mais c'est pas obligé. Tant que le nom du test est clair, c'est très bien. Pour information, il y a des langages qui vous permettent d'écrire une chaîne de caractères dans le nom du test. Et ça, c'est super. Et vous allez après faire quoi? Donc, ce qu'on appelle le given when then, ou dans d'autres méthodes, le arrange, act, assert. Moi, je conseille d'essayer de commencer par la test, le assert ou le then. Ensuite, dire, ce test-là, je m'attends à ce que cette condition soit vraie quand je fais ça. Pour permettre de tester ça, j'ai besoin de donner que ça. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire, vous voulez vérifier que quand j'ai une liste de personnes, je prends que celles qui ont plus de 18 ans dans une méthode qui me renvoie que les adultes. Vous n'êtes pas obligé de créer la personne en entier avec son nom, prénom, son adresse, etc. Souvent, l'erreur se dit j'ai besoin d'une personne, donc je vais créer un truc avec une vraie personne. Non, vous voulez juste tester le fait que je remonte bien les personnes qui ont plus de 18 ans. Si vous pouvez mettre que l'âge,
Ah, c'est bien. Peut-être que vous avez des champs obligatoires, mais quand vous avez fait ce test-là, donc on satisfait le compilateur, on fait que ça compile, et après on va faire l'implémentation. Donc on va faire en sorte que le test fail, qu'il soit rouge. Si vous renvoyez un calcul, par exemple, commencez par envoyer 0. Il y a beaucoup de chances que ce soit faux, ou -1, si 0 est une valeur véridique dans votre premier test, juste pour jouer le jeu. Vous pouvez prendre de la vitesse après, mais au début, jouer le jeu. Et là, vous faites la plus petite implémentation possible pour faire passer le test. Cet exemple de 0, là, si vous avez une addition, vous recodez l'addition, vous faites 0 plus 0, bah vous faites return 0. Au début, vous faites limite, souvent, on fait juste return la solution. Et on va rajouter un deuxième test qui va contredire le premier test et on va commencer à complexifier l'implémentation, mais en essayant toujours d'être le plus simple possible. Au bout d'un moment, peut-être que ça va commencer à faire beaucoup de if, return, des trucs compliqués, on va peut-être de la duplication, et on va commencer à chaque fois à se poser la question, comment je peux simplifier mon code? J'ai rajouté le strict minimum pour faire passer le test. Maintenant, est-ce que j'ai pas de la duplication? Est-ce que je peux pas améliorer? Je fais de la mutation à l'intérieur, je fais une somme des éléments de ma liste. Bah, peut-être que faire une variable que je mute et je fais plus mon élément, peut-être qu'il y a, tiens, ouais, dans le langage, il y a machin.sum. Ah, super, bon, bah voilà, c'est fini. Et ça fait plus qu'une ligne. Mais je rajoute pas de fonctionnalité. Et ainsi de suite, on tourne. Pour aller plus loin, il y a des gens, alors je vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais ça, c'est des tests unitaires, c'est très proche de l'outil qu'on a besoin. Donc, on a une petite classe qui nous rend un besoin, on va créer des tests unitaires là-dessus. Peut-être que pour répondre aux besoins de l'utilisateur, faire la user story, on va avoir besoin d'un test plus haut niveau. Donc, l'idée, c'est d'écrire d'abord un test très haut niveau, un test d'acceptance en BDD ou même à la main, qui décrit le besoin utilisateur, qui teste le besoin utilisateur, et on va peut-être faire des tests uniquement au niveau où on en a besoin. S'il y a un peu trop de complexité, une zone où on fait un algorithme, quelque chose d'un peu trop intelligent. Et donc l'idée, c'est de limiter le nombre de tests qui testent vraiment en isolation uniquement la classe. Longue discussion aussi, c'est-à-dire quoi test isolation? Pour information, vous pouvez faire des tests BDD, c'est un format de description du test qui soit aussi rapide que des tests unitaires. Souvent, les gens font l'erreur de se dire, comme c'est du BDD, comme c'est un test très haut niveau, il faut que je lance la base de données, il faut que je lance le réseau, il faut que je fasse des appels REST. Non, vous n'êtes pas obligé. C'est juste un format de description du besoin, métier, qui va permettre de partager ça plus facilement avec un non-développeur. Mais BDD ne signifie pas obligatoirement lancer la base de données et les 450 microservices derrière. Je suis bien dans les temps, c'est superbe. Pour ça, comme je dis, on sépare, depuis le début, je parle de vitesse des tests, il faut séparer ce que je vais appeler les effets de bord, c'est-à-dire les choses qui sont lentes. Le réseau, écrire dans un fichier, lire sur le disque, tout ça, c'est trop lent. Et donc, il faut créer une architecture testable. Dans l'architecture testable, vous avez aussi cette notion, la date. Vous créez une date dans votre code, mais le test qui est valide à jour J, il sera plus valide au jour J plus 1. Encore plus rigolo, c'est qu'ils vont rajouter le temps. Si vous faites des randoms, vous faites un logiciel pour un casino, oui, BDD, c'est Behavior Driven Development. Cucumber, Gherkin, etc. Vous faites un test, vous faites une architecture pour un casino. Dans un casino, il faut du vrai aléatoire. C'est un sujet très compliqué. Et si vous mettez le vrai aléatoire au milieu, votre code il est devenu intestable. Vous ne pouvez jamais définir le résultat. Donc l'idée, c'est d'extraire ce random. Et on va parler de quelque chose d'intéressant. On va injecter ce random dans la prod. Par contre, dans les tests, on va avoir quelque chose de tout à fait déterministe. Donc comment on fait ça? Alors, vous connaissez sûrement l'architecture en couche. Il y a des gens qui ont travaillé sur ce qu'on appelle la clean archi, l'onion architecture. Moi, je vais parler d'une archi qui est un peu antérieure. Il y a un article, c'est monsieur Alistair Cockburn, c'est un signataire du manifeste agile. Pour information, c'est quelqu'un qui parle plus d'agilité finalement que de code. Mais il a écrit un article qui est un peu brouillon il y a très longtemps, mais les gens en reparlent. Il y a des gens qui en parlent très très bien maintenant, qui s'appelle l'architecture hexagonale. C'est que vous allez avoir, on parle beaucoup aussi dans le domaine driven design, dans le design du code drivé par le métier. On va avoir un corps qui va être le modèle du métier, avec le comportement métier, qui va être dans votre langage pur. Vous pouvez faire du Go, du JavaScript, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous faites du Java, par exemple, une application Java Spring Boot, ça va être, vous allez avoir un package, un module qui va être que du Java, sans Spring. Alors peut-être que vous allez mettre 2-3 annotations, parce que ça devient chiant au bout d'un moment, mais limite, vous pouvez aller jusqu'au bout. Sans Spring, sans framework, vous allez utiliser des libs, ça, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas avoir de framework, et surtout pas
de réseau, d'effets de bord, de connexion à la base, de persistance, d'envoi de messages, de Kafka, ce que vous voulez. Comment on résout ça? C'est peut-être pas visible, mais par exemple, vous allez définir une interface, en fait, dans votre métier, vous allez définir une interface, un contrat, l'interface au sens classe, mais on fait un contrat. Par exemple, vous avez un contrat qui dit mon repository d'employés, je veux trouver tous les employés qui sont nés à telle date. Okay, ça, c'est votre métier. Et l'implémentation, vous le mettez à l'extérieur, dans un package externe, tout ça va être remis ensemble quand vous allez construire l'application, vous allez revenir, mais vous allez avoir vraiment un package où il n'y a que du Java, que du code pur, et par l'injection de dépendance, vous allez mettre la bonne implémentation. Alors, vous pouvez utiliser l'injection de dépendance, vous êtes fan de langage fonctionnel, on va utiliser la composition de fonctions, etc. Il y a plein d'autres façons. Mais on va abstraire la façon dont c'est implémenté, et ça, on va le mettre à l'extérieur de ce module ou de ce package. Ce qui est très fort, c'est que ça rend le modèle, en fait, où là, vous avez votre complexité métier, très facile à tester. Et après, vous avez besoin juste d'être sûr que le reste marche bien, l'interface REST marche bien, les messages marchent bien. Vous allez peut-être pouvoir ajouter des tests de messaging, vous allez peut-être pouvoir spawner, vous allez peut-être livrer tout ça sur un environnement de test et faire des tests end-to-end. Mais vous n'allez pas tester tous les détails d'implémentation, toutes les règles métiers. Vous allez vraiment, est-ce que ça marche à peu près? Et en fait, tous ces problèmes-là, souvent, de REST et tout ça, il y a des problèmes de framework, vous avez besoin d'aller sur Stack Overflow. Mais souvent, en fait, ça va marcher dès qu'il y a un utilisateur, ça va être plutôt, vous allez travailler sur l'observabilité, le monitoring, vous allez faire d'autres choses. Par contre, le modèle métier, c'est là où vous devez être professionnel. Donc, j'en ai parlé, vous avez utilisé l'injection de dépendance. Là, c'est comme c'est une presse pour des gens qui font du mobile. Donc, Spring, c'est un des papas de l'injection, de l'inversion de contrôle du framework d'injection de dépendance. Vous pouvez le faire à la main. Pour faire information, on peut tout à fait faire l'injection de dépendance soi-même au niveau du main. On dit, je crée mes dépendances une par une, mon graphe de dépendance, et je l'injecte moi-même. Dans le mobile, vous avez Dagger, vous avez Con, vous avez SwiInject sur iPhone. Angular X, 8, 4, 25, là, même Angular JS, d'une façon un peu dégueulasse, mais tous ces frameworks font l'injection de dépendance. C'est super important. Il est 19, c'est super parce que j'ai fini. Voilà l'exemple, on fait un compte bancaire, juste pour vous expliquer le live coding. J'ai un tout petit kata qui s'appelle Banque Kata. Le besoin, c'est que je fais un dépôt, je fais un retrait et je vois mon relevé de compte, je vois mon solde. Et c'est comme ça et le solde, ça ressemble date, montant de l'opération. Et ça, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant, que vous pouvez faire chez vous ou à plusieurs. Les katas, c'est vraiment, j'en parle pas assez dans cette presse, c'est des exercices. Donc, dans l'artisan, il y a le fait de savoir faire les choses. Les katas qui viennent de ces arts martiaux japonais, où on est dans le geste. La perfection du geste, ça permet d'apprendre le geste. D'apprendre c'est quoi tester, d'apprendre c'est quoi la programmation fonctionnelle, d'apprendre comment on peut être simple. Si je fais ce choix-là, qu'est-ce que ça veut dire? Un très bon exemple, c'est que là, vous avez la date. Donc, dans la programmation objet, on se pose la question, solide, Single Responsibility Principle, il y a un principe qui dit un objet doit avoir une unique responsabilité. Pour le compte bancaire, est-ce que la responsabilité du compte bancaire, c'est de, quand je fais un dépôt, de mettre la date? D'un point de vue objet, programmation objet, ça me paraît tout à fait raisonnable. Alors oui, c'est le compte bancaire, quand je fais un dépôt, il sait à quelle date le dépôt est fait. Ça me paraît tout à fait logique. Ah ouais, mais vous ne maîtrisez plus la date. C'est un effet de bord. Donc la question, c'est, encore une fois, est-ce que c'est la méthode qui va prendre la date? Il y a un système externe, quand il va appeler la méthode, il va donner la date. Ou est-ce que ça va être de l'injection de dépendance dans l'account qui va plus être un account service pour ceux qui font du Java, qui va avoir une dépendance sur une horloge et qui va créer la date? Là encore, c'est des questions intéressantes. Si vous allez plus loin dans l'architecture, vous avez l'event sourcing ou CQRS. CQRS, c'est Command Query Responsibility Segregation. On sépare la notion de commande de la lecture. La commande de faire un dépôt va porter elle-même sa date de création. Donc voilà, l'agrégat, j'utilise des termes du DDD, l'agrégat, cet objet account, va juste dire, à un moment, on a essayé la date du dépôt, c'est pas moi qui le maîtrise. Moi, je maîtrise juste de gérer les règles métiers liées à la compte. Peut-être que dans les règles métiers, si j'ai vidé mon compte, j'ai plus que 0, je peux pas descendre en dessous. Peut-être que je peux descendre en dessous. Il est 21.
Moi, je pense que j'ai fait un tour, peut-être trop rapide. Je pense que c'est le moment, on s'était dit les questions. Sébastien, on le fait comment? On le fait à l'oral, on le fait à l'écrit? Et je réponds. Vous m'entendez plus, je parle tout seul depuis 30 minutes. Moi, j'entends. Je flippe. Non, mais, Ok. non, mais l'oral, c'est bien. À l'oral? Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que j'étais trop clair et il n'y a plus de questions? Je serais déçu. Est-ce que tu pourrais, c'est Dan qui parle, bon, je sais que tu me connais, mais est-ce que tu peux faire un rapprochement entre Software Craft Machine et peut-être un peu le compagnonnage? C'est toi qui vas l'expliquer, Dan. Qu'est-ce que tu fous là? Non, c'est pour toi la question, c'est pas moi qui présente. Donc Dan, c'est un collègue, on se connaît bien. Alors, compagnonnage, c'est moi ce que j'ai résumé en parlant de mentoring, de mentorat. Le compagnonnage, c'est utilisé dans les artisans. Alors, pour information, quand vous êtes... j'ai perdu. Quand vous faites mettre un... Ah, j'ai plus le terme. Il y a un truc de compagnonnage de très haut niveau qui s'appelle... Bon, j'ai plus le terme, mais il y a son chef-d'œuvre. Voilà. Un compagnon, c'est le compagnonnage, doit créer son chef-d'œuvre. Donc, il doit prouver ses compétences. Le compagnonnage, plus que dans l'excellence pure, c'est cette notion où on va travailler avec des gens qui sont meilleurs que nous, qui vont nous apprendre le métier, les bonnes façons de faire. Un des problèmes du développement, c'est que c'est Uncle Bob qui en parle très bien, donc Robert Cecil Martin. Il a une très belle courbe exponentielle, ou plutôt, c'est pas exponentielle, logarithmique. Donc, vous avez la courbe d'âge des gens qui font du développement et vous voyez qu'à peu près 80% des développeurs ont moins de 5 ans d'expérience. Donc, en plus, dans une culture où finalement, au bout de 5 ans d'expérience, c'est bon, je sais faire des ifs et des for, je sais à peu près répondre aux besoins du PO, c'est bon, il n'y a plus rien à apprendre, je peux passer chef de projet ou architecte. J'espère qu'il n'y a pas d'architecte. Et c'est un vrai problème parce que cette courbe d'âge, cette explosion du besoin sans que les gens aient le temps de former ceux qui passent à la suite. Donc, et comme c'est pas quelque chose comme la plupart des entreprises ne se ressentent pas à ce besoin de qualité ou le ressentent trop tard ou disent encore ces développeurs qui savent pas développer, et ben quand on n'a pas cette culture sans la culture de former, c'est un vrai problème, je pense, sans la culture de laisser le temps aux gens d'apprendre. Donc il y a tout un sujet encore plus global là-dessus sur les organisations. Ben, il n'y a pas de compagnonnage, il n'y a pas de mentoring, il n'y a pas de OK, on prend le temps d'apprendre, on va faire du pair programming, on va pas mettre que des juniors, on va les laisser coder dans leur coin. Et ça demanderait plus de gens, et ça demanderait plus de gens qui ont envie de faire ça, parce que développeur, je suis le premier à subir ce problème-là. Moi, j'aime bien mettre mon casque et être tranquille dans mon coin. Comme dirait quelqu'un, je serais un très bon moine codeur. Et malheureusement, je sais que c'est un truc à travailler et c'est aussi un peu le plaisir de partager, et tout le monde ne l'a pas. Donc il y a tout un sujet sur le compagnonnage et on est très loin, très très loin d'avoir cette culture-là et d'être prêt à en faire, sérieusement. Mais au moins, c'est bien de commencer à en parler. Tu as une question de Solange, me semble-t-il. Ouais. Alors, un dev junior, c'est de coder. Il y a pas. Il y a la carrière, je dirais, c'est d'aller chercher les boîtes qui ont cette culture de l'excellence. J'aime pas le terme excellence du code, mais que le code, la qualité de code a son importance. Donc, comme je dis, on est dans le plein emploi. Si on voit que les trucs, c'est juste non, mais on n'a pas le temps, que le code, il est dégueulasse, que vous en parlez, les gens vous disent on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Les personnes vous dira que ça ne sert à rien, ils diront on n'a pas le temps, ça coûte trop cher ou machin. Si on fait que de vous le dire, au bout d'un moment, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs, très vite. Et peut-être de partir malheureusement, sur partir de zéro. On va faire plein d'erreurs, mais c'est le jeu. Et j'ai envie de dire tout simplement pour soi, c'est de prendre des petits exercices, d'arrêter de courir sur les technos, d'arrêter d'aller voir la dernière techno hype du moment, React versus Vue versus machin, mais de prendre des langages et de les comprendre et s'entraîner à coder tout simplement dans le matériau initial qui est le code, quoi. Et de prendre le temps, toujours de prendre le temps de working code is not enough.
vraiment le code qui marche, ça ne suffit pas. Comment ça marche? Vous prenez Angular. Moi, par exemple, Angular, c'est un framework que je le déteste parce que j'ai pris le temps de le comprendre et j'ai pris le temps de comprendre que c'était trop compliqué pour ce que ça faisait. C'est vraiment ça, une culture d'essayer de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que voilà, c'est compliqué et Dev Junior, c'est prendre le temps d'aller à des événements, prendre le temps de contacter des gens. Ça demande du temps personnel. Malheureusement, c'est un gros souci, c'est que le métier de dev s'appuie trop sur le temps personnel qu'on y met. Mais bon, malheureusement. J'ai une petite question. Ouais. Du coup, la notion de crafter, est-ce que actuellement dans les boîtes, c'est vraiment quelque chose qui est compris, ou est-ce que c'est pour un dirigeant ou un manager, un chef de projet, directeur de projet, c'est encore le dernier truc à la mode, ils nous font chier ces développeurs avec leurs conneries? Les deux. Non, pas les deux en fait, parce que compris, je sais pas. Je pense qu'il y a deux modes, il y a deux grandes modes. Il y a la grande mode, plutôt encore un truc pour que les développeurs soient quoi les rois du monde. Une autre mode qui est de dire oui, j'ai compris, comme l'agilité. Et souvent, on n'a pas compris. Et peut-être des gens qui commencent à comprendre vraiment le besoin de qualité. Alors pour information, je pense que les gens qui font le plus de qualité, finalement, en parlent peu. C'est ça qui est ennuyeux, quoi. C'est que souvent, moins on en parle, plus on en fait. Donc après, c'est toujours compliqué dans le métier. Dans le métier qu'on fait, il y a toujours cette notion de marketing. Donc il faut créer un slogan agile, craft, etc., sur lesquels les gens s'attachent et permettent de faire parler d'un sujet. Donc merci pour la blague. Alors pour information, moi je suis coach tech, donc je code plus assez, mais je continue beaucoup à coder chez moi. Dernièrement, par exemple, je suis allé, malgré des événements familiaux assez violents comme des triplés, comme j'étais obligé de faire des tours de garde la nuit, je me suis amusé à les coder sur des langages front fonctionnels comme ReasonML, PureScript qui est du Haskell sur le front-end, ou Elm qui est un langage fonctionnel qui a été inventé. Et je suis allé apprendre, découvrir la culture, etc. Et je fais beaucoup de kata en interne avec des gens, et c'est des trucs de fou, quoi. Alors, je vois Arnaud Lemaire, oui, c'est quelqu'un de très, très, très bien là, sur ces sujets de professionnalisme. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est bête que notre communauté soit pas assez professionnelle. Mais c'est pas aussi de notre faute, c'est aussi de la faute de l'organisation, du contexte qui fait que le code n'était pas important. Enfin, il l'a été, il fut important, et donc, je pense que ça a cassé dans les années 90-2000, où on a pensé que le code, on en avait de plus en plus besoin, mais le code était un coût, et comme tout coût, il faut l'externaliser, et il faut le réduire. Si on vous parle de coût, c'est que direct, coût égale réduire, égale externalisation, égale on va envoyer tout en offshoring ou en nearshoring, je ne sais pas quoi. Oui, c'est aussi un peu ça le pendant du crafter. On se dit, oula, crafter, ça va me coûter cher, quoi. Ah bah, c'est aussi, c'est pour ça qu'on veut faire des certifications, pour que ça coûte encore plus cher. Bah oui, mais si on vous dit bon dev, le terme c'est une bannière. En soi, la bannière n'a pas d'intérêt. Les couleurs du drapeau, la forme du drapeau a un peu d'intérêt. C'est qu'est-ce qui se met derrière la bannière, et tout le monde peut se mettre derrière cette bannière, quelle que soit la bannière qu'on a. Donc, c'est un sujet, j'ai pas envie de défendre Craft, ça n'a pas d'intérêt en soi. Craft n'a pas d'intérêt. C'est plutôt la façon dont vous codez dans votre mission, enfin, dans vos projets, etc., qui est intéressant. Donc, plutôt que parler de crash, je pourrais parler pourquoi vous ne faites pas de tests, ou pourquoi les gens ne font pas de tests, pourquoi les gens ne prennent pas le temps de nommer les choses, pourquoi les gens ne s'intéressent pas au métier. C'est un des trucs les plus importants, hein. J'en parlais encore. On en parlait encore, j'avais un rendez-vous client ce matin, où en gros, il me faisait comprendre que les devs, ils ne s'intéressent pas vraiment au métier, et puis ils ne s'intéressent pas à la prod. Et pourtant, les mecs, ils sont très bons. Enfin, je pense qu'ils ont la bonne vision DevOps. Ils ont mis des Ops dans les équipes. Donc, ils ont accès, c'est une banque pourtant, ils ont accès à la prod. L'équipe a accès à la prod.
mais c'est toujours l'Ops qui fait tout le boulot. Les devs sont tamponnes de la prod. Pour moi, c'est pas professionnel. Un des premiers trucs, c'est qu'un dev doit s'intéresser à comment mon code marche en prod. Donc, il n'y a pas besoin de parler de craft. Hein. Il y a des gens qui ne parlent pas de craft, qui le font très bien. Une petite question. Ouais. Tu pourrais définir Ouais. la différence entre l'architecture hexagonale et la clean architecture? Alors, c'est la même. Globalement, l'intention est la même, on s'en fout. La clean architecture, je trouve que c'est un modèle trop compliqué pour ce que ça apporte par rapport à l'hexagonal architecture. Mais ce que je vous conseille, pour moi, le fait en fait, la clean archi, c'est de permettre le changement alors, plus que de permettre le changement de techno, vous passez de MongoDB à Postgre, c'est surtout permettre la testabilité du code. Et pour moi, il y a deux choses qui marchent très bien, l'hexagonal architecture, la programmation fonctionnelle. C'est les deux plus simples. La programmation fonctionnelle, si vous voulez lire un livre, ce que je suis en train de finir, c'est Domain Made Functional. C'est Domain Driven Design Made Functional, quelque chose comme ça. C'est écrit par Scott Walshin. C'est un monsieur qui fait du F#. Et en fait, il a repris son blog qui s'appelle F# for Fun and Profit. Et c'est vraiment excellent. Et il fait la même chose, en fait. Il a des fonctions pures. Nous, on va parler de domaine clean domain, de clean archi. Eux, dans les langages fonctionnels, ils vont parler de fonctions pures. Ça veut dire fonctions sans effet de bord. Tout ce qui est à l'extérieur, donc tout ce qui est accès à la base, tout ce qui est envoi sur le réseau et tout ça, c'est à l'extérieur de ces fonctions pures. C'est des choses impures. Et le corps du domaine est en fonction pure, donc très facilement testable. Mais clean archi, moi, ça m'a jamais. Je trouve ça. On s'embrouille dans un truc encore plus compliqué, je ne vois pas l'intérêt, ou j'ai loupé l'intérêt. Alors pour information, Clean Architecture, le livre de Uncle Bob, reprend les patterns solides et il essaie de les mettre à l'échelle d'une architecture. Il y en a où ça marche bien, il y en a où ça devient un peu plus... je pense qu'il essaye de réutiliser la même recette. On va dire que ça marche à 40-60%. Il y avait une question qui est passée, les écoles qui forment le dev font-ils bien leur métier? C'est un gros problème. C'est un gros problème dans le sens où les écoles qui forment le dev, vous pouvez prendre un sujet, les langages, et travailler 20 ans, 30 ans sur les langages. Spring, vous pouvez passer 10-20 ans à faire du pur, je connais Spring par cœur. Donc, le problème, c'est qu'ils ont un souci aussi d'efficacité sur le marché. Donc, quand la personne sort, elle doit savoir être utile demain sur son projet. Donc, souvent, c'est des spécialités mobile, Java, et on leur fait faire trop de choses. Là, encore une fois, c'est pas la faute des écoles, c'est surtout la faute des gens qui recrutent à la sortie, parce que pour elles, former les gens qui forment d'école, non. Enfin, déjà, demander une formation, c'est compliqué, mais alors là, en plus, prendre du temps pour les former, attendez, vous les avez formés, quoi. Pas là, c'est un sujet très, très marrant. Donc, les écoles font du mieux qu'ils peuvent, du mieux qu'elles peuvent plutôt. Vous avez des écoles très généralistes où les mecs sont très bons en maths, mais pas bons en code. C'est très marrant parce que je remarque que les data scientists sont pourtant des gens très intelligents et ont du mal à faire du code. J'aurais plutôt du mal à faire des maths, mais c'est là on voit les spécialités. Et puis en plus, il y a toute cette computer science, les algorithmes, les bases de données, comment ça marche. C'est trop gros en fait. On ne peut pas former un développeur en 5 ans. On va former un développeur spécialisé en C#, en Spring, en je ne sais pas quoi. D'autres questions? Il est 33. Plus une remarque là, juste sur ce que tu viens de dire. Je suis assez étonné souvent sur les écoles qui forment en très peu de temps. Je pense à du Simplon, à des choses comme ça, qui forment des gens en 5 mois. Ouais. Où il y a étonnamment parfois de très beaux profils qui en sortent. Pas qu'ils soient bons techniquement, parce qu'en effet, en 5 mois, tu ne formes pas un développeur techniquement. Par contre, en général, c'est des gens qui avant faisaient un autre métier, donc, qui viennent du métier, qui comprennent que le code et qui sont venus au code pas parce qu'ils voulaient faire du code, mais parce qu'ils ont compris que ça servait à répondre à des besoins. Et en général, ça fait des très beaux profils. Donc, ça montre un petit peu, en effet, que l'approche plus traditionnelle de former au code par le code pour le code, c'est pas forcément la bonne. Après, c'est des gens qui ont une maturité aussi. Comme on dit, c'est des gens qui sont en reconversion professionnelle.
Alors, moi, j'ai un autre. Alors, Simplon, c'est de la reconversion. Donc, enfin, si je me trompe pas, c'est de la reconversion. Donc, c'est des gens qui ont une maturité professionnelle, qui justement ont vécu d'autres choses avant, qui peut-être ont lu du code mais ne l'ont pas compris. Donc, ils se sont mis à la place, ils ont plus de facilité de se mettre à la place de la personne en face. C'est plutôt les écoles type 42 qui font le meilleur et le pire. Moi, j'ai trouvé à 42 des gens exceptionnellement bons. J'ai trouvé des gens, non, quoi. Pourquoi? Je pense qu'il y a une notion de les gens qui font. Il y a des gens, enfin, l'école c'est compliqué. Un des problèmes du format classique d'école après le bac, tout ça, c'est que finalement, on suit ce que la société nous a demandé. Et développement, c'est un métier de passionné. Quand on fait Simplon 42, des fois, on le fait parce que, OK, là, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et ça, si vous avez cette passion, en fait, on retombe dans l'artisan. Si on a cette passion, et là, on apprend, et là, on s'améliore, et là, on essaie de s'améliorer en permanence. Et la personne dont je parlais à 42, c'est quelqu'un qui m'a ultra impressionné. Il faisait que ça, quoi. Il avait fait une fac d'avocat avant. Ça l'avait énervé. Et c'était bon. Exceptionnel. Voilà. Ok, bon, ça va être wrap-up, je pense, là. Il est 13h36. Ouais. Donc, du coup, je te remercie énormément pour cette présentation. C'était super clair. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres avec toi. Et d'autant que c'est pas un format que tu connaissais. Et que c'était un peu challenging à faire pour une première fois. Donc merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci.